Bonjour à tous et à toutes. Je vous propose de faire quelques petites vérifications d'usage. Donc, merci de nous indiquer que vous visualisez bien l'écran et que vous nous entendez, principalement. Voilà, donc si vous pouvez nous Bonjour à tous. confirmer tous ces éléments par le chat. Donc, Loïc est avec nous, qui s'occupe Ok, donc de la communication et du marketing chez QU Backup. donc j'ai une confirmation de Jérôme, Yannick, Sylvain, Christian et plein d'autres. Donc merci pour vos retours. Ok, bah, très bien. Nickel. Très bien, donc on va pouvoir commencer donc, ce webinaire, organisé un petit peu dans des conditions particulières. Voilà, donc aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la sauvegarde. C'est une journée qui existe depuis 2011. Donc l'objectif de cette journée, notamment, c'est de rappeler l'importance de sécuriser ces données, mais c'est surtout de mettre en avant le fait de ne pas avoir une sauvegarde sur un seul support. Voilà. C'est d'avoir une véritable stratégie de sauvegarde. Donc, on verra tout à l'heure avec Loïc les différents éléments qui sont importants de bien veiller, les différentes raisons éventuellement de perte de données. Voilà, donc cette 8e édition est particulière du fait du contexte du télétravail également. C'est un élément qui n'est pas négligeable. Et donc notamment c'est pour ça qu'on a pensé qu'il serait important de rappeler les points que nous allons aborder ensemble, et notamment de bien différencier, entre autres, tout ce qui est archivage, sauvegarde, synchronisation et stockage, et de bien voir quels sont les usages de l'un ou l'autre. Voilà. Donc l'origine du Web Backup Day, donc comme je l'ai indiqué précédemment, c'est de rappeler les risques encourus en stockant ces données sur un seul appareil. Et notamment sur le site internet du World Backup Day, donc il est stipulé qu'il y a une façon simple de commencer à sauvegarder ces données, qui sont l'utilisation d'outils, davantage de synchronisation de type OneDrive, Dropbox, Google Drive. Donc ça, on verra tout à l'heure avec Loïc que le besoin n'est pas vraiment le même entre de la synchronisation et vraiment de la sauvegarde, de la sécurisation de ces données. Donc aujourd'hui, dans ce webinaire, nous allons parler de différents points. Tout d'abord, donc la typologie d'une donnée, quels sont les risques et les conséquences d'une perte de données. Donc là, il y a quand même déjà pas mal d'informations qui ont été communiquées dans les précédents webinaires, mais il est toujours intéressant de pouvoir remettre l'accent dessus. Ensuite, justement, donc l'archivage, la sauvegarde, synchronisation, stockage des données. Quelles sont les solutions pour quels usages? Les informations à prendre en compte pour choisir sa solution de sauvegarde. Ensuite, on verra également quelques aspects réglementaires, et ensuite on fera un point sur QU Backup. Et donc à ce moment-là, je reprendrai la main pour que l'on puisse ensemble un petit peu discuter de la solution, et que je puisse également vous montrer quelques copies d'écran. Voilà, donc je laisse la main à Loïc pour la première partie donc, de ce webinaire. Donc je vais prendre la main pour ce webinaire. J'espère dans un premier temps que tout le monde va bien dans cette situation assez exceptionnelle et particulière. Du côté de Kiwi, comme l'a dit ma collègue, on est en télétravail, on est tous chez soi, mais on s'organise comme on peut. Donc s'il y a quelques petits soucis techniques ou autres, ça peut s'expliquer par ce fait. Au niveau de la première partie, on va parler donc de qu'est-ce qu'une donnée. On a décortiqué ça en 3 types. La première, donc, c'est les données système. Deuxième, données fichiers. Et les troisième, les données de santé. Bien sûr, il y a que 3 types donc, de données, mais on s'est vraiment penché sur les données ici qui nous paraissaient importantes à noter. Au niveau des... Pardon. Voilà. Au niveau donc, des données système, on parle de données système quand on parle de l'ensemble des données de votre système d'information, que ça soit donc Windows, Linux ou Mac. Ça peut être donc le logiciel Windows 10 que vous installez donc sur votre poste, ou également donc un Mac Catalina ou un Linux Debian par exemple. Ces données de système-là, souvent les personnes les sauvegardent alors qu'ils sont très souvent trouvables sur Internet. On verra un peu après pourquoi justement on parle et on catégorise
données système et données fichiers. Et pour cela, si maintenant vous voulez juste donc, retélécharger votre Windows, ben, vous avez donc soit le CD, soit la clé qui vous a été envoyée donc, par le constructeur. Alors, au niveau donc, des données donc, fichiers, c'est ce que donc, Kiwi Backup réalise. Alors, voilà. Donc, au niveau des données fichiers, donc données fichiers, on parle de quoi? On parle de toutes les données, donc un peu de la vie courante, les données donc comptabilité, les fichiers Excel, votre CRM, par exemple, ce webinaire également, notre présentation, qui est considéré comme un fichier. C'est des fichiers que vous allez donc traiter, utiliser, modifier quasiment tout le temps, tous les jours. Et si jamais donc, vous perdez ces fichiers-là, comme un CRM, les conséquences ils sont non négligeables. Si vous perdez ben, l'ensemble de vos contacts, comment vous allez faire pour de nouveau donc, pouvoir les récupérer? C'est une tâche assez fastidieuse et on verra les, euh, dans les conséquences qu'elles sont nombreuses, notamment ben, totalement l'arrêt de l'entreprise. Au niveau maintenant des données de santé, voilà, donc pour les données de santé sont assez particulières, notamment à cause, grâce au règlement qui appuie et qui soumet beaucoup de lois, vu que c'est des données très critiques. On parle de données de santé donc par nature, donc tout ce qui est antécédents médicaux, les traitements, et on parle après donc de données de santé par croisement. C'est notamment tout ce qui va être les montres connectées où ils vont prendre donc, votre poids et d'autres données comme le nombre de pas ou autres. Au niveau de ces données de santé par croisement, la plupart du temps, elles sont anonymisées, donc elles ne font pas partie de cette réglementation sur les données de santé. Mais dès qu'on peut identifier la personne, on appelle ça donc une donnée de santé. Et les dernières, c'est les données par destination, où là, donc, l'utilisateur, il utilise cette donnée-là donc, sur un plan médical. Donc ça, c'est soumis donc, à la réglementation et à l'hébergement à la sauvegarde HDS. J'en parlerai un petit peu après dans l'aspect donc, réglementaire. Sur, sur la partie 2, donc les conséquences et les risques, les causes d'une part de données. Le premier, donc, c'est un slide donc, assez généraliste où d'un côté, donc, vous avez donc, l'ensemble des conséquences au niveau de l'image de l'entreprise. Donc, il y a votre notoriété, votre image de marque qui va en prendre un coup, notamment suite à la déclaration donc à la CNIL, où vous avez après, donc souvent dans les grandes entreprises, des articles de presse, comme récemment donc Essilor, qui a eu une attaque par ransomware, et tout le monde a parlé que de cette attaque-là pendant quasiment une semaine. Donc, ça fait de la mauvaise pub pour l'entreprise. Et sinon, donc, de l'autre côté, c'est plus au niveau bah, d'une perte de chiffre d'affaires, une désorganisation totale des équipes, une baisse de la productivité, notamment dans l'industrie. Si vous avez une machine avec des données qui fait fonctionner ben, toute une chaîne de production, si elle ne marche plus, ben, voilà, ça englobe l'ensemble de ces catégories-là. Au niveau de la slide suivante, c'est la première fois qu'on réalise un webinaire à distance, donc on a quelques petits soucis au niveau des slides et du défi. Ça sera... Au niveau donc, de la raison et des origines d'une part de données, on catégorise deux types de raisons, les raisons internes et les raisons externes. Les raisons externes, celles et les raisons donc, qui sont un peu les plus connues, dont on parle souvent,
c'est tout ce qui est ransomware ou encore les emails de phishing. Puis, on a également tout ce qui est causes naturelles. Je pense notamment aux incendies, aux cambriolages, aux inondations, aux tremblements de terre, qui peut détruire votre matériel et donc possiblement créer une part de données. Et après, on a derrière donc tout ce qui est interne, avec l'erreur humaine. C'est une des premières causes de part de données. C'est juste marqué dans la slide suivante. Et ça peut être donc une imprudence de la part de l'employé, mais aussi un partage de mots de passe ou même un employé qui réalise un acte malveillant volontaire de sa part. C'est très rare, mais ça arrive également. Et après, c'est tout ce qui est donc défaillance du matériel. Il faut savoir que un matériel de base, il a une durée de vie qui est, je pense notamment au disque dur. Il y a beaucoup de personnes, notamment des particuliers, qui gardent leurs photos de vacances ou autres sur un disque dur. Sauf qu'un disque dur, au bout de 10 ans, souvent, il ne marche plus. Et quand les personnes veulent revoir les photos de vacances, il n'y a plus rien. Sur la slide suivante. Voilà. Donc, au niveau justement de ces causes de la perte de données, ici, on les a donc avec des chiffres. On catégorise deux choses. La première, c'est quand il y a vraiment une fuite de données. Donc, quand les données sortent de l'entreprise pour que quelqu'un d'autre regarde justement donc ces données-là. La majorité du temps, c'est tout ce qui est donc malveillant. Ça va être un vol, du piratage en ligne, notamment par les ransomware, qui souvent, outre le fait de crypter les données, va aussi derrière vous les voler et puis les diffuser justement en ligne. Et après, on a la cause d'un incident. Et on voit que la première cause, c'est les accidents internes. On parle quand même, la première cause actuellement donc d'incident, c'est à 60% de la part donc des collaborateurs, souvent pas volontairement, hein, mais ça arrive. Et après, derrière, donc on a l'accident externe, donc malveillant, virus ou catastrophe naturelle. Puis après vient les actes internes, malveillants, heureusement il y en a peu, et des actes externes qui sont aussi du coup malveillants, comme par exemple la ransomware de, de maïs, par exemple. Donc, voilà. Au niveau des entreprises victimes de cyberattaques, il y en a quand même, j'ai donné le chiffre avant, les entreprises qui perdent leurs données totalement, il y a quand même 60% d'entre eux qui font faillite. Souvent, les entreprises, ils ont trois options quand ils perdent l'ensemble de leurs données. Si c'est par ransomware, la première option, c'est de, c'est de payer donc directement les, les, comment dire ça, la rançon. Souvent, c'est très cher. Les petites entreprises, notamment les PME, ils n'ont pas souvent la trésorerie pour justement engranger ce coût-là. Et payer la rançon, c'est aussi ne pas forcément être sûr de recevoir nos fichiers. On parle quand même à des hackers en face. La deuxième option, c'est de reconstruire l'ensemble des données, mais souvent c'est long, on n'a pas toutes les données, donc on ne peut pas le faire. Et malheureusement, la troisième option qui arrive dans 60% des cas, c'est justement de faire faillite et de mettre la clé sous la porte. On a deux autres statistiques également. Au niveau des conséquences un peu plus à court terme, il y en a 9% donc, des entreprises qui ont subi une perte de chiffre d'affaires suite à l'attaque. Ça peut être par une baisse de notoriété notamment, et 17% avoir eu une indisponibilité du site web, sachant qu'actuellement, le site web, c'est la vitrine des entreprises. Vous avez une indisponibilité du site web pendant une journée, ça va impacter votre SEO, vos campagnes AdWords, ça va vraiment du coup avoir pas mal d'impact qu'il ne faut pas négliger. Slide suivante. On va parler maintenant donc dans cette troisième partie qui est une partie donc dédiée
à l'archivage, la sauvegarde, la synchronisation et le stockage. C'est notamment de ça qu'on voulait parler majoritairement aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit ma collègue Stéphanie, dans la page du World Backup Day, qui explique un peu donc, le 31 mars et l'importance de la sauvegarde, ils parlent, eux, directement donc de synchronisation avec des outils comme Dropcloud, Google Drive, sachant que ce n'est pas de la synchronisation. On a également, nous, plusieurs demandes par semaine qui, justement, font l'amalgame entre les deux. On ne veut pas ici euh, dire que les autres ne servent à rien, ils servent à quelque chose, mais à des usages bien précis. Voilà. Donc, si vous souhaitez travailler avec des collaborateurs en même temps sur le même fichier, si vous écrivez à plusieurs un texte par exemple ou un texte de rédaction, ou si vous voulez partager rapidement directement un fichier, et après vous pouvez également donc récupérer votre fichier donc rapidement. Pour ça, on va parler alors de synchronisation de type Dropbox ou de type Google Drive. Google Drive notamment, ben, vous pouvez sur les Google Docs ou autres taper à 4-5 sur le même document. Ça peut être pratique, surtout en ce moment donc ces dans, dans la situation qu'on vit actuellement avec le télétravail, où donc vous avez Dropcloud, Google Drive ou encore C-File notamment, vous pouvez utiliser. Alors, slide suivante, je vais aller trop vite. Voilà. La deuxième solution, c'est... Voilà. La deuxième solution, donc c'est l'archivage. L'archivage, ça va être utile dans deux cas. Si vous voulez conserver des anciennes donc, données, et également parce que souvent, ben, vous devez respecter des obligations euh, légales, notamment donc la conservation des documents. Là, j'ai noté un livre, un registre comptable, c'est à garder 10 ans, ou également au niveau ben, des médecins, où ils doivent garder les dossiers des patients, même des anciens patients qu'ils ne voient plus, pendant une durée excessive, et ils ont ben, des terras et des terras de données. C'est des données qu'ils n'utilisent pas, qu'ils ne vont pas sortir tout le temps. Donc pour ça, l'archivage, c'est une bonne option également pour réduire les coûts. Voilà. La troisième solution, c'est la sauvegarde de données. C'est ce que fait ben, Kiwi Backup depuis 17 ans maintenant. La sauvegarde de données, ça va permettre quoi? Ça va permettre donc de récupérer votre donnée en cas de perte du fichier. Vous allez me dire souvent que la synchronisation peut également faire ça. Là, ça va vraiment permettre donc de le récupérer avec un historique pour la plupart du temps, si la sauvegarde est bien faite. Je l'expliquerai un petit peu après dans l'autre partie. Notamment, si vous avez été victime de ransomware, vous ne le voyez pas tout de suite ou d'un virus, et vous pouvez donc récupérer un ancien fichier à une date précédente, et notamment donc récupérer vos données si vous avez fait ben, une erreur sur le fichier, un incident interne non malveillant, ou encore, comme je l'ai dit, si vous avez donc un cryptovirus qui impacte l'ensemble de votre business. La dernière solution, c'est le stockage. Alors le stockage, ça englobe un petit peu tout ce que j'ai dit précédemment. C'est vraiment donc juste le stockage, c'est juste un support. Vous allez mettre une donnée. Après, au niveau de ce stockage-là, ben, faut en faire ce que vous voulez faire avec. Souvent, on parle de stockage quand on doit copier manuellement ses fichiers, que ce soit donc sur un disque dur ou sur une bande. Et c'est le fait, ben, comme je l'ai dit, de dupliquer vos fichiers sur un second support. Alors, je regarde un petit peu, je vois que vous n'avez pas de questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser sur le chat et je pourrai donc y répondre en direct.
Alors ça, c'est une petite slide de résumé de ce que j'ai dit. Le webinaire sera disponible en replay ainsi que la présentation, donc vous pourrez la voir plus en détail, mais ça réexplique un petit peu du coup ce que j'ai noté dans les autres slides. Voilà. Dans la partie 4 et l'avant-dernière partie sur la sauvegarde pure, c'est les informations qu'il faut prendre en compte pour choisir sa solution de sauvegarde. Nous avions déjà réalisé un webinaire sur le sujet en décembre que je vous invite à visionner et qui sera donc également donc un petit lien dans le mail de replay où dessus Sébastien, donc gérant et directeur technique de l'entreprise, parlait donc plus en détail et plus profondément de ces points-là. Moi, je vais les aborder assez succinctement pour pas non plus que le webinaire dure 2 heures et pour être assez clair. Voilà. Alors, pas de slide. Pas du tout. Si Stéphanie veut bien peut-être essayer elle-même d'aller en arrière pour remettre la bonne slide. Hmm, encore un petit peu. Les aléas du webinaire en télétravail. Ça passe pas. Voilà, c'est bon. Donc j'y arrive. Juste encore une slide à dérouler. Voilà. Donc il y a plusieurs éléments à prendre en compte pour choisir votre système de sauvegarde, notamment 5. Donc là, donc, il y a les 3 premiers. Il y a notamment tout ce qui est l'historique et la non-altération des données, qui va servir pourquoi? Qui va servir si vous avez un effacement volontaire ou accidentel de la donnée. L'historique, comme je l'ai dit plus tard, ça va permettre de remonter donc, dans le temps. Souvent, ben, les virus, les ransomware ou autres, on ne les détecte pas tout le temps dans la minute. Également, si maintenant ben, vous faites une erreur sur un fichier, souvent ben, l'erreur c'est 2 jours après, on vous dit ah mince, j'ai fait une erreur, voilà, je voudrais revenir en arrière. Comment faire? Ben, c'est justement grâce à un historique. Alors, un historique, c'est bien. Encore faut-il que nos données soient les mêmes qu'avant. Sinon, l'historique ne sert pas à grand-chose non plus. Pour ça, donc, on appelle un élément, donc la non-altération, qui est très important, et qui permet donc que la sauvegarde ne soit pas altérée par le système. L'autre partie, donc, c'est l'externalisation. Est-ce que mes données sont sûres en cas d'incendie, en cas d'inondation, s'il arrive quelque chose sur mon lieu de travail, là où les données sont stockées. C'est pour ça que bah, c'est toujours mieux
d'externaliser les données et voire même de les avoir donc sur deux lieux distincts pour toujours avoir encore plus de sécurité. Les deux autres éléments à prendre en compte, ça va notamment être lors de si il y a une destruction de matériel ou un vol de matériel, c'est l'effectivité. Est-ce que donc la sauvegarde elle fonctionne correctement tous les jours? Donc ça va être avec des mails d'alerte qui vont vous alerter si le backup se fait bien ou pas. Ça va également être avec des tests de restauration que vous pouvez faire et que je vous invite fortement à faire de temps en temps. Alors ça dépend de la période que vous souhaitez, mais d'une part, ça permet donc de s'assurer que l'effectivité est bonne, mais également de savoir, de se préparer si jamais un jour il y a vraiment une donnée qui est perdue, qu'on doit restaurer, de bien savoir faire la manip et de pas paniquer dans ces moments-là. Et l'autre partie, c'est la complétude à prendre en compte. Est-ce qu'on sauvegarde bien l'ensemble de nos données? Euh, Est-ce qu'on a bien justement toutes les données qui sont là? Donc les données, ça change également. Pour ça que on conseille également de réaliser souvent donc un point sur le paramétrage de votre sauvegarde pour savoir si vous avez vraiment bien tous les bons fichiers dedans. Il y a des fichiers en trop que vous devez relever pour vraiment faire le point. Là aussi, ça dépend de la durée et de la fréquence à laquelle vous voulez le faire. Mais c'est un très grand conseil qu'on vous donne pour ça. Dernière slide sur cette quatrième partie sur les solutions et les systèmes de sauvegarde. Il y a plusieurs solutions de sauvegarde qui existent. Les clés USB, disques durs externes, c'est les plus courantes qu'on utilise également en tant que particulier. Et après, vous avez serveur NAS, Bond, et également donc, tout ce qui est sauvegarde online. On a classé donc, les différents types de catégories, pour savoir si elle le fait ou non. On peut voir notamment que clé USB ou disque dur, avoir un historique et une effectivité, c'est assez compliqué. Sauf si vraiment on essaye donc, de brancher le disque dur tous les jours, mais ça va prendre énormément de place. Pareil pour les serveurs NAS. Au niveau des bandes, alors les bandes, il y a beaucoup de oui, sauf l'externalisation, ça dépend si vous avez le système dans les locaux ou non. Après, les bandes, c'est quelque chose qui est assez daté, et c'est pour ça justement que la meilleure solution, justement, ça reste la solution de sauvegarde sur online, avec justement donc un point d'externalisation pour les données, un historique, une effectivité. Alors, j'ai une question, donc, si Sylvain me demande si la crypto peut encoder du stockage cloud. Alors, en effet. Après, est-ce que vous parlez donc de cryptovirus, si c'est le cryptovirus, en effet, il peut y avoir des cas où un ransomware, par exemple, s'attaque également à la solution de cloud. Maintenant, le but, justement, et c'est également ce que Kiwi fait, c'est d'avoir une solution qui est assez sécurisée, justement, pour ne pas que, quand vous avez un ransomware sur votre ordinateur, ça impacte l'ensemble donc, du stockage cloud. Le dernier point sur ma partie, c'est quelques aspects donc, réglementaires qu'on va réaliser. Donc, la sauvegarde, tout d'abord, il faut savoir que la sauvegarde, c'est une obligation légale. C'est donc une loi de 1978 qui note ça. Ces lois-là ont un peu été changées avec le RGPD qui vient modifier ce texte-là. Cette loi reste la même. Et le responsable du traitement d'une entreprise est tenu de prendre toutes les précautions utiles pour sécuriser les données et ne pas donc les altérer, ce qui est important. Et vous avez quand même après
une sanction de 300 000 € en cas de non-respect. Et l'autre point réglementaire, c'est notamment pour les données de santé, j'en parlais avant. Lorsqu'une sauvegarde est externalisée et qu'elle contient donc des données de santé, il faut que cette dernière, tant bien la solution de sauvegarde que l'hébergement, la plateforme où les données sont stockées, que ça soit donc certifié HDS. C'est une certification qui est assez dense à mettre en place. Chez Kiwi, on est certifié depuis début février pour justement pouvoir, nous, donc, sauvegarder vos données de santé. Et ma dernière slide, c'est de faire attention au le Cloud Act. Donc, c'est une loi qui vise à faciliter l'accès des données par donc les autorités américaines si vos données donc, sont stockées aux États-Unis ou si vos données sont stockées dans des entreprises américaines. C'est-à-dire que vos données peuvent bien être stockées en Europe, même en France, en Allemagne ou autre. Si c'est stocké par exemple par Amazon, une entreprise aux États-Unis, ben, les autorités américaines, dans le cadre d'une affaire judiciaire, peut-être une affaire de trafic de stupéfiants, de pédophilie ou autre, peuvent regarder vos données. Alors, il y a plusieurs spécificités là-dessus. J'ai réalisé un webinaire le mois de... Vous avez le lien donc, qui est juste dans la slide qui sera en replay. Et pour se protéger, pour vraiment être sûr que vos données donc, soient bien gardées et éviter toute dérive, c'est de choisir une solution de cloud qui soit donc européenne, avec des data centers également en Europe. Et le mieux pour vraiment pas prendre de risques, c'est de rester en France. Et puis, ça fait aussi tourner l'économie française, qui n'est pas plus mal. Voilà. Donc, j'ai fini ma partie. J'ai un copain qui me dit donc lui des Dropbox. Alors Dropbox, c'est une solution justement de synchronisation et non une solution de sauvegarde, même si souvent ils sont pas trop clairs là-dessus et ils essayent de pas faire vraiment le distinguo. Mais Dropbox reste une solution de sauvegarde. Si notamment vous mettez également, enfin de synchronisation, pardon, si notamment vous mettez des données de santé dessus, ça sera contraire à la réglementation. Et donc, Monsieur Copin me demande également donc, Dropbox vis-à-vis du Cloud Act. Dropbox, vu que c'est aux États-Unis, enfin une entreprise des États-Unis, ça veut dire que vous êtes pile dans le Cloud Act et soumis au Cloud Act avec vos données. Alors voilà pour ma partie. Si vous avez d'autres questions, oui, donc où sont stockées les données Dropbox? Alors, j'ai pas forcément d'informations sur où sont stockées Dropbox. Je sais qu'ils sont dans plusieurs pays avec des data centers. Après, j'ai pas l'information en tête. Je pourrais vous la donner plus tard. Et j'ai donc Sylvain qui me dit qu'a priori Dropbox n'a pas de journalisation, d'historisation et est sensible aux virus de type crypto vu chez des clients. Donc merci de votre retour. Quel outil de synchro en France ou en Europe? Je pense notamment du C-File ou autre. Et les données donc Kiwi pour répondre où sont stockées nos données. Alors ça va être la partie de ma collègue juste après. Au niveau donc des données, ils sont donc stockés dans des data centers OVH en France et uniquement en France. J'ai Eric qui me demande la différence entre le RGPD et le Cloud Act. Le RGPD, c'est la réglementation générale sur la protection des données qui permet donc de sécuriser vos données en Europe
avec pas mal de règles, notamment nommer un DPO, le rejet des traitements, notifier à la CNIL sous les 72 heures si vous avez une violation donc, dans votre SI. Alors que le Cloud Act, c'est pas du tout européen, ça se passe vraiment qu'au niveau des États-Unis avec une loi de Donald Trump pour justement accéder plus facilement à vos données lors d'une affaire judiciaire. Et c'est même assez embêtant vu que c'est maintenant donc les États-Unis font une demande à la France par exemple d'une donnée. Si la France donne la donnée, on parlera alors cette fois-ci de violation du RGPD. Donc est-ce que la France doit répondre aux États-Unis ou répondre donc à l'Union européenne en garantissant le RGPD? C'est une grande question au niveau du Code Act que je parle un peu plus directement dans le webinaire du mois dernier. J'ai également Sylvain qui me parle de OneDrive, qui me dit également que OneDrive il est soumis au Cloud Act et au Data Center européen. Seulement donc pour des données de santé, OneDrive, ils ont un contrat spécifique. Merci de la précision. Voilà. Ok, donc je vous propose de reprendre la main. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Alors, n'hésitez pas à continuer à poser les questions, on les reprendra au fur et à mesure. Alors, donc le point sur Kiwi Backup. Donc, ce que je vous propose à présent, donc j'ai aussi un souci de défilement, voilà, c'est de voir comment est-ce que Kiwi aujourd'hui peut répondre notamment à vos besoins de sauvegarde, de sécurisation des données, mais également répondre notamment aux besoins de sécurisation, d'externalisation des données en France et de manière entièrement sécurisée. Donc, les données de Kiwi Backup donc sur notre propre plateforme sont hébergées en France. Nous travaillons notamment avec notre partenaire OVH. Ceci tout aussi bien pour la solution Kiwi Cloud, pour les données classiques, que pour la solution Kiwi Santé, bien entendu. Donc, les données sont chiffrées pendant le transfert, mais également au niveau du stockage sur les serveurs. Nous proposons donc un historique par défaut de 90 jours, c'est-à-dire qu'en fait, le client final ou vous en tant que partenaire, vous avez la possibilité de remonter sur cette durée pour pouvoir restaurer les données de votre client. Et bien entendu, Kiwi est conforme au RGPD. Voilà. Autre point qui est important, notamment, c'est la simplicité d'utilisation et également une certaine technicité dans la mesure où les sauvegardes donc, sont automatiques et quotidiennes. L'utilisateur donc a une interface que l'on verra ultérieurement sur son poste ou sur son serveur qui lui permet notamment de faire des restaurations à tout moment dès qu'il en a besoin. Voilà. On a un moyen d'optimiser les sauvegardes grâce à la mise en place notamment de la déduplication à la source et également au niveau de découpage des fichiers, c'est-à-dire que systématiquement, nous ne faisons pas de traitement bien sûr sur les données, mais systématiquement, lorsque les fichiers sont pris en charge par Kiwi Backup, par l'application, ils sont découpés. Donc ça va vraiment permettre d'optimiser au maximum l'utilisation de la bande passante et du coup le temps de la sauvegarde également. Voilà. Pour répondre à la question que l'on avait notamment tout à l'heure concernant l'utilisation d'un espace chez Kiwi Backup, effectivement, c'est un espace qui est sécable à volonté, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir, soit en tant que prestataire informatique ou éditeur, par exemple, un espace global que vous allez derrière pouvoir découper et partager auprès de plusieurs clients. Ou sinon, en tant que client final, en tant qu'entreprise, vous aurez la possibilité de souscrire un volume global qui pourrait être réparti, par exemple, sur plusieurs services. Voilà. Autre élément qui est important, c'est le gain de temps, c'est-à-dire que le paramétrage de la solution est relativement intuitif. On a des retours qui sont vraiment très très favorables dans ce sens-là au niveau de nos partenaires et puis des clients qui l'utilisent. On propose également une interface d'administration qui est centralisée, qui permet notamment grâce au tableau de bord de pouvoir suivre l'état des sauvegardes par machine.
Et bien entendu, dans la mesure où la solution est optimisée, il n'y a pas de ralentissement de l'activité pendant la sauvegarde. C'est-à-dire que la sauvegarde peut aisément se faire au courant de la journée. Ça ne va pas ralentir l'utilisation habituelle. Il semblerait. Voilà. Ensuite, comment est-ce qu'on peut également répondre à vos besoins en ayant une certaine maîtrise du budget, parce que bien entendu, on a tous déjà entendu ou il y a souvent eu des échos indiquant que oui, mais la sauvegarde, c'est comme une assurance. Est-ce que je vais vraiment consacrer tel ou tel budget effectivement à mes données, sachant que je vais peut-être jamais en avoir besoin. On a quand même vu depuis plusieurs années maintenant que ce ne sont pas simplement les grosses entreprises qui sont répercutées, qui ont des répercussions vis-à-vis de tout ce qui est cryptovirus ou attaque informatique. Aujourd'hui, tout le monde est concerné. Donc, il est important de pouvoir consacrer un budget vraiment au niveau de la sauvegarde. Et donc, le fait de maîtriser son budget, c'est-à-dire d'avoir un abonnement mensuel qui est fixe, qui est récurrent, et le fait d'avoir une facturation au volume source, c'est-à-dire au volume qui se trouve réellement sur les postes et sur les serveurs, permet justement de maîtriser ces budgets. Chez Kiwi Backup, nous n'appliquons pas de frais d'installation, de frais de licence ou autres frais cachés. Voilà, tout simplement. Bien entendu, la mise en place d'une solution de sauvegarde nécessite un certain accompagnement. Donc tout aussi bien d'un point de vue commercial pour l'explication par exemple à un réseau de partenaires du fonctionnement de la solution, du mode de commercialisation également avec des conseils, mais également élément qui est vraiment très important, c'est le fait d'avoir un support qui soit disponible par téléphone, par mail, pour pouvoir répondre aux différentes questions techniques, problèmes de sauvegarde qui ont été constatés ou besoin tout simplement d'un accompagnement, d'un guidage en cas de restauration. Voilà. Je vous propose à présent de voir quelques interfaces de la solution, notamment donc là sur votre écran, vous avez l'interface utilisateur. Voilà, donc l'interface utilisateur, tout simplement avec le paramétrage de la sauvegarde. Sur la partie de gauche, vous voyez les différents disques qui s'affichent. Et donc, vous n'avez tout simplement qu'à sélectionner, qu'à cocher les différents dossiers que vous souhaiterez sauvegarder et sécuriser. Et donc, ces dossiers vont automatiquement s'implémenter dans la partie de droite. Éventuellement, possibilité de faire des exclusions par type de dossier, donc ici, ou sinon par chemin. Voilà. Ensuite, au niveau de programmation de la sauvegarde, il y a une heure qui est indiquée par défaut, mais bien entendu, s'il y a plusieurs machines chez un client ou bien au sein de la structure qui sont à sauvegarder, le mieux c'est de pouvoir étaler, par exemple, la sauvegarde pour utiliser la bande passante de manière continue. Alors, je vais juste revenir sur quelques petites questions. Hop. Alors, des données chiffrées par ransomware sont-ils sauvegardées? Oui, effectivement. Voilà. Aujourd'hui, si par exemple vous avez un client ou si au sein de votre structure, vous avez des données qui sont corrompues, qui ont subi un cryptovirus, Kiwi Backup va les récupérer telles quelles. On ne fait pas de traitement dessus, il n'y a pas de nettoyage qui est fait. On les récupère telles quelles. Mais bien entendu, le but, c'est de pouvoir derrière restaurer des données qui sont saines et donc du coup de pouvoir restaurer les données de la veille pour s'assurer d'avoir des données qui sont convenables. D'où l'importance notamment de l'historique de 90 jours. Parce qu'on s'en est déjà rendu compte, on a déjà eu des appels au niveau du support de personnes qui s'étaient rendues compte que des données avaient été corrompues ou effacées bien au-delà d'une dizaine de jours. Donc c'est quand même un élément qui est très important à prendre en compte. Ensuite, on doit savoir si la sauvegarde à chaud peut se faire sur une base de données en cours d'utilisation. Donc nous préconisons donc à la base pour tout ce qui est base de données, on préconise de faire un dump, c'est-à-dire de faire une sauvegarde locale. C'est surtout pour s'assurer qu'au niveau de la restauration, l'ensemble des éléments qui permettront derrière de pouvoir réutiliser le fichier et l'intégrer à nouveau dans la base soit optimal. Après, pour la sauvegarde à chaud, ce que l'on préconise, c'est d'utiliser notamment le VSS de Windows pour ces bases. Voilà. Et donc à ce moment-là, le VSS de Windows peut tout simplement être utilisé en cochant dans les paramètres avancés, donc sur l'interface utilisateur,
la possibilité donc d'utiliser ce VSS. Ensuite, qu'est-ce que j'ai en question? Alors, pouvez-vous expliquer la différence entre l'historique des 90 jours et le versionning? Le versionning, en fait, on va dire, c'est plus ou moins un peu un historique, c'est-à-dire que c'est l'historique à temps et temps de version. Le versionning, ça va être davantage si vous faites plusieurs sauvegardes, par exemple, par jour, ou si vous en faites, je sais qu'il y a des solutions qui existent, où on fait par exemple une sauvegarde quotidienne, et après il y en a une plus importante par semaine, et encore une autre plus importante par mois. Donc là, ce sont des versions différentes. Tandis que chez Kiwi Backup, donc on propose un historique de 90 jours. La première sauvegarde est complète et ensuite les sauvegardes suivantes, on va transférer que les octets qui ont été, que les blocs qui ont été modifiés. Pardon. Voilà, et donc c'est comme ça qu'on va composer donc l'historique. Donc effectivement, il y a 90 versions sur chacun des fichiers. Effectivement, c'est à ça. Alors, je vous propose donc qu'on voit la suite donc, des interfaces. Alors, possibilité donc l'interface de la personnaliser à vos couleurs. Donc soit simplement ici donc en intégrant votre logo si vous êtes un éditeur ou si vous êtes par exemple un prestataire informatique, consultant. Et si vous souhaitez au sein de votre propre structure en tant qu'entreprise également personnaliser l'interface utilisateur, c'est tout à fait possible. Voilà, pour être plus corporate, on va dire. Ensuite, autres éléments qui sont importants, notamment concernant la supervision des machines qui sont sauvegardées. Donc, sur l'interface d'administration, on a notamment mis à disposition un tableau de bord. Donc là, on voit une copie d'écran sur la partie gauche du slide. Et ce tableau de bord va tout simplement nous permettre voilà, de visualiser quelles sont les machines qui sont à jour au niveau des sauvegardes. Donc, on se rend compte voilà, qu'on a ici effectivement 6 machines. On en a une qui n'est absolument pas à jour parce qu'elle est en rouge. Voilà, donc ça fait plusieurs jours qu'elle n'a pas sauvegardé. Et ensuite, on a mis en place un code couleur, c'est-à-dire qu'on part du vert pour dire voilà, tout va bien, on est à 0 jour de non-sauvegarde. Et ensuite, on va arriver à un vert un petit peu plus clair, à orange et au rouge. Voilà. Donc là, l'administrateur a notamment la possibilité, en se connectant une ou plusieurs fois par jour, en fonction de son emploi du temps, a la possibilité de visualiser tout de suite quelles sont les machines sur lesquelles il faut davantage veiller et pourquoi, ensuite en accédant au log et aux statistiques, de savoir pourquoi est-ce que la sauvegarde n'a pas fonctionné correctement. Voilà. En parallèle, ce tableau de bord permet également d'avoir une vision globale de son volume. C'est-à-dire que par exemple ici, j'ai un espace qui on a attribué 300 gigas et on utilise 1% de ce volume. Voilà. Donc pour information, chez Kiwi Backup, lorsque le volume est entièrement utilisé, donc si par exemple ici on avait 305 gigas sur 300 gigas, les sauvegardes continuent. On est du parti, on a décidé tout simplement d'autoriser les dépassements de volume. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas bloquer une sauvegarde tout simplement pour un problème de volume. On régularise dans un second temps. Voilà. Éléments qui sont également importants pour une bonne supervision des sauvegardes, c'est la possibilité d'avoir accès donc à des notifications par mail. Donc, vous constatez ici qu'elles sont personnalisables, comme pour le slide précédent sur l'interface utilisateur. Vous pouvez tout à fait ici mettre votre logo et en bas de page mettre vos coordonnées pour avoir accès notamment au support technique. Voilà. De même que pour la partie sur l'interface d'administration, on a mis en place un code couleur qui est voilà, très visuel. Rouge, ben, les sauvegardes ne fonctionnent pas correctement. Et vert, la sauvegarde s'est très bien passée. Ensuite, en dernier slide, ce que je peux vous montrer, c'est, voilà, par exemple, on a un espace. Et dans cet espace, on a attribué 2 contrats. On a un contrat qui a un espace donc, de 1 giga, un deuxième contrat qui a 5 gigas. Et pour chacun de ces contrats, on a X machines qui sont enregistrées. Donc, ça peut tout à fait être, par exemple, le cas pour une entreprise. Une entreprise a souscrit, par exemple, à un volume de 10 gigas. Dans cet espace de 10 gigas, ben, je vais lui attribuer, par exemple, pour le service administratif, 1 giga. On va enregistrer les 2 machines qui sont dans ce service administratif. Et ensuite, on va, par exemple, avoir un deuxième contrat, comptabilité. On va lui attribuer 5 gigas et là, on a enregistré 3 machines.
Voilà. Et toujours grâce au code couleur, on a la possibilité de visualiser grâce ici, et donc là au graphique, qu'on utilise par exemple 2,4 gigas sur 5 gigas pour ces 3 machines. Donc on utilise 49% du volume. Voilà. Ça peut permettre également de pouvoir refacturer ou de pouvoir faire éventuellement des comptabilités analytiques pour voir quels sont les services voilà, qui nécessitent davantage de budget, par exemple au niveau de la sauvegarde. Alors, je vais reprendre les questions qui sont arrivées entre-temps. Alors, est-ce que vous avez une procédure pour la première sauvegarde type envoi de disque dur? Oui, il y a effectivement la possibilité de faire un préchargement des données. Alors, soit vous pouvez nous faire parvenir les données sur un support, mais souvent le partenaire ou le client a la possibilité de le faire également de son côté. Comment? Bah, tout simplement, on met les données effectivement sur un disque externe. Donc, bien sûr, pas des données de santé, parce que ça, c'est d'un point de vue de la législation, c'est complètement interdit. Mais par exemple, on met les données sur un support externe et si vous, au niveau du bureau de l'agence, vous avez une meilleure bande passante, vous avez tout à fait la possibilité de précharger les données sur les serveurs de sauvegarde. Et ensuite, grâce à la déduplication, la première sauvegarde qui partira de la machine du client se fera dans de meilleures conditions, on va dire. Après, l'avantage qu'il y a avec ce type de solution, de faire un préchargement, c'est de pouvoir bénéficier justement d'un temps relativement restreint entre le préchargement et la première sauvegarde du poste final. Alors, savoir si on a un FTP sécurisé pour les données de santé. Non. Non, on ne fonctionne pas sous forme de FTP. Après, donc bien sûr que les données de santé, donc la solution est identique d'un point de vue de l'application pour les données classiques que pour les données de santé, et bien sûr l'hébergeur est certifié HDS, tout comme notre solution. Voilà, les données sont également, comme j'ai dit précédemment, cryptées pendant le transfert et également au niveau du stockage. Alors, on a une autre question également, je me permets, Oui, vas-y. de Guillaume Oswald. Est-il possible d'avoir plusieurs sauvegardes par jour? Donc, Oui, tout à fait. Donc, via les jeux de sauvegarde, pardon, excuse-moi Loïc, effectivement, il est possible d'avoir plusieurs sauvegardes par jour en utilisant des jeux de sauvegarde qui sont paramétrables sur l'interface utilisateur. Hop, je vais revenir dessus. Vous voyez, par exemple, ici, on a indication test. Donc là, c'est un jeu de sauvegarde qui s'appelle test. Donc, il y a la possibilité de dire, bah, voilà, le matin, je vais effectivement sauvegarder tel type de données. Par exemple des données bureautiques ou entre midi et deux. Et le soir, il doit y avoir un dump qui doit être fait en amont d'une sauvegarde. Et à ce moment-là, je vais davantage paramétrer la sauvegarde le soir. Voilà, je ne sais pas si j'ai loupé encore, si tu as vu passer d'autres questions, Loïc, concernant que les j'aurais API, loupé. oui. Si on peut avoir plus de détails sur tout ce qui est API, donc si tu veux également. Concernant les API, oui, donc on a effectivement des API qui sont disponibles pour pouvoir tout simplement soit enregistrer une machine, un contrat, ou également faire des exports, par exemple dans le CRM ou bien au niveau de la comptabilité, pour pouvoir exploiter les volumes utilisés par rapport aux volumes occupés, les volumes octroyés par rapport aux volumes occupés. Il y a effectivement différentes API qui sont aujourd'hui disponibles, tout aussi bien d'un point de vue technique, installation pure, comme par exemple l'intégration dans un logiciel, que des solutions API de type vraiment utilisation et exploitation des données. Donc là, on a une documentation qui peut être à votre disposition sur simple demande. N'hésitez pas. Je permets aussi de préciser pour la personne qui demandait donc si vous pouvez faire plusieurs jeux de sauvegarde. Vous pouvez également, si vous voulez, donc backuper la même chose dans la journée, réaliser des tâches planifiées. C'est aussi une solution qui est possible. Alors, il y a Eric qui demande si on peut sauvegarder via un dump toutes les bases de données. Oui, oui, tout à fait, oui.
Oui, et comme j'ai précisé tout à l'heure, donc c'est vraiment un élément qu'on préconise, c'est-à-dire de pouvoir faire un dump d'une base de données et ensuite de choisir au niveau du paramétrage dans les dossiers à sauvegarder, de choisir ce dump. C'est effectivement ce que l'on préconise. Mhm. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, que ça soit sur Kiwi ou sur le De sujet manière, de manière globale. Je ne sais pas si je peux me permettre, comment se passe actuellement un peu le confinement et votre activité. Je sais qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui sont fermées ou qui sont en effectif réduit. Je ne sais pas si vous avez davantage de questions en ce moment par rapport à tout ce qui est sécurisation des données ou mise en place de solutions de sauvegarde, ou si vous vous rendez compte que ce n'est pas le sujet du moment, que les entrepreneurs ont d'autres choses en tête. Je ne sais pas si on peut également avoir un petit retour de votre côté par rapport à ces différents points, et si notamment aussi par rapport à tout ce qui est synchronisation, stockage, sauvegarde. Je ne sais pas si vous avez, vous, déjà été à même à devoir expliquer un petit peu les différences entre entre les solutions. Je ne sais pas si vous êtes également rendu compte de votre côté qu'il peut y avoir des amalgames qui se font très rapidement. Après, je sais que c'est pas forcément évident via les questions via le chat. On va dire que c'est moins interactif. Alors, je vois dans les questions, savoir si c'est possible de faire une sauvegarde d'un dossier présent sur un NAS. Alors, donc, aujourd'hui, nous n'avons pas d'application qui s'installe directement sur les NAS, qu'une app ou Synology. Il faut passer par un poste, mais c'est en cours de développement et c'est prévu au niveau de la roadmap. Voilà. Mais aujourd'hui, effectivement, pour pouvoir sauvegarder les données qui se trouvent sur un NAS, on passe par un poste. Et donc, on supporte tout aussi bien sur Windows que Mac ou effectivement Linux, qui est davantage disponible en ligne de commande. Alors, des partenaires avec lesquels vous travaillez. Hop, par contre, j'ai oublié la question. Je n'ai pas la question. Alors, avez-vous des partenaires avec lesquels vous travaillez en matière de sécurité de manière privilégiée? C'est-à-dire, qu'est-ce que, Monsieur Tourelle, je ne sais pas si vous pouvez étoffer un petit peu la question. Matière de partenaire, alors bon, on travaille avec OVH, pas vraiment un partenaire, mais plus un fournisseur de Kiwi pour. D'accord, l'éditeur, savoir si on a mis en place des partenariats externes avec, par exemple, d'autres entreprises qui mettent en place des solutions de sécurisation. Aujourd'hui, non, effectivement, aujourd'hui, on n'a pas de partenariat, on va dire, par exemple, avec d'éditeurs d'antivirus. C'est pas quelque chose que l'on a mis en place aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, donc, on commercialise principalement nos solutions, donc tout aussi bien Kiwi Cloud que Kiwi Santé en mode indirect. Nos partenaires, donc qui sont tout aussi bien des prestataires informatiques, des consultants, des éditeurs de logiciels, ont une autonomie vraiment dans l'utilisation de la solution et des services complémentaires qu'ils peuvent apporter à leurs clients. C'est vraiment la façon dont on travaille aujourd'hui. Donc nous, on met vraiment à disposition tous les éléments pour la partie sauvegarde, tout aussi bien donc d'un point de vue technique qu'au niveau de l'accompagnement, au niveau du kit marketing, pour aider à la commercialisation. Mais nos partenaires derrière sont autonomes de proposer les services, d'intégrer la sauvegarde, par exemple un pack sécurité également. Alors, est-ce qu'il y a une interface pour nos clients à nous? Oui, tout à fait. Donc, l'interface se trouve là sur l'écran qui s'affiche. C'est l'interface utilisateur. Donc là, c'est l'interface qui permet de faire le paramétrage et qui permet également de faire des restaurations en local. Et l'interface d'administration est généralement davantage pour l'administrateur, qui peut superviser plusieurs machines.
Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Alors, on a une question, si je peux permettre d'y répondre, donc d'Eric, qui parle donc de Barracuda Network, qui a enregistré un bond de 767% d'emails d'hameçonnage, suite justement au Covid-19 et aux hackers qui surfent là-dessus pour réaliser des attaques. Alors, on va vous envoyer un mail très rapidement. Nous comptons faire un webinar sur le sujet pour expliquer un petit peu donc, le nombre d'attaques et puis donner surtout des conseils, notamment dans le télétravail ou autre. Et Eric demandait si Kiwi, c'est l'une des solutions pour empêcher ce type de choses. Alors, on va pas empêcher un phishing en tant que tel, mais si demain donc, vous avez un phishing, que vos données donc, sont totalement cryptées, vous pouvez donc avec Kiwi Backup revenir à une version précédente sans justement avant le phishing, donc quand vos données étaient encore totalement saines. Voilà. Moi, je vais revenir aussi sur des questions qui sont arrivées précédemment, donc savoir si on peut donner davantage d'informations sur la marque blanche. Donc, la marque blanche permet tout simplement aux partenaires de pouvoir intégrer la sauvegarde dans un pack de services, comme je l'ai dit précédemment, de pouvoir notamment personnaliser l'interface utilisateur, personnaliser les notifications qui sont transmises aux clients finaux. Et donc, on met à disposition donc, notamment l'accompagnement, bien sûr le support technique de niveau 2. Donc, qui n'intervient pas directement auprès des clients finaux, mais c'est toujours par l'intermédiaire du partenaire. L'accompagnement d'un point de vue commercial, si par exemple il y a des formations à apporter. Également un accompagnement au niveau marketing et communication avec des supports qui sont fournis aux fichiers natifs sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour communiquer. Et également d'un point de vue réglementaire, pour toute la partie contractuelle, on met à disposition des modèles de bons de commande et de conditions générales d'utilisation. Et donc, ça fait vraiment partie de la solution. Il n'y a pas de frais supplémentaires pour la marque blanche, pour pouvoir bénéficier de la marque blanche. Je vois également la question donc, de Monsieur Macaire. Donc, si un poste est compromis par un hacker, peut-il remonter vers les sauvegardes et les compromettre également? Non. Donc, c'est entièrement sécurisé. On va effectivement sauvegarder des données cryptées par un cryptovirus, mais par contre, ça ne va pas impacter l'ensemble de la plateforme, les autres clients, ou bien même simplement les fichiers du client. Non. On a également une question de Monsieur Humbert. Si donc on ne fait que de la sauvegarde, pas d'archivage ni de stockage, alors en effet, on est vraiment focus sur la sauvegarde depuis le début de la création pour vraiment optimiser cette dernière et pouvoir répondre au mieux à la demande donc, qui est la sauvegarde. Tout à fait. Et pour répondre à Monsieur Sajou, donc savoir quel type de client nous avons en hébergement de santé. Donc savoir si on travaille avec des groupements d'achat. Donc aujourd'hui, on ne travaille pas avec des groupements d'achat. On travaille avec soit des prestataires informatiques qui proposent la solution donc, auprès de praticiens, auprès de cliniques. Et on travaille également avec des éditeurs. Voilà, donc je ne sais pas si vous êtes encore. C'est bien, c'est vivant, c'est agréable. Je ne sais pas si parce que vous avez plus de temps, peut-être à consacrer. Savoir si on a un document à propos de la responsabilité de chacun des clients revendeurs. Oui, tout à fait, oui. Dans les conditions générales d'utilisation, je peux vous les mettre à disposition. On a effectivement les responsabilités de chacune des parties. Oui. Et surtout, il y a un élément qui est très très important, compte tenu du RGPD, c'est de respecter la chaîne de la sous-traitance. Ça, c'est vraiment un élément qui est très important et que l'on met beaucoup en avant, notamment au niveau des conditions générales d'utilisation, le contrat qu'on met en place avec nos partenaires.
Alors, je ne sais pas si Loïc, tu as encore des choses éventuellement à Moi, rajouter, j'ai si des rien. compléments. Alors, peut-être possible que j'ai loupé une ou deux questions, mais je, je ne pense pas, en l'occurrence. Sinon, je regarderai du coup l'ensemble des questions à la fin du webinaire. Je répondrai individuellement si jamais j'en ai loupé une ou deux. Mais selon moi, c'est pas le cas. Donc, si vous avez encore, donc, Eric demande comment calcule-t-on un volume de base pour un client plus ses sauvegardes à venir. Alors, pour ça, vous avez sur le site de Kiwi Backup un calculateur de la volumétrie backupable, en sachant que on ne pourra jamais calculer. Enfin, je te laisse peut-être répondre, Stéphanie, si tu veux. Parce que vous avez effectivement sur le site donc un petit outil, un petit utilitaire qui vous permet de pouvoir faire des tests de la volumétrie, d'utilisation surtout par rapport à l'historique, hein. Mais après, savoir comment est-ce qu'on calcule un volume de base, bah, c'est tout simplement, bah, on va sélectionner de manière classique, on sélectionne les différents dossiers que l'on souhaite sauvegarder. Ensuite, on fait un clic droit sur propriété, ça nous détermine la volumétrie qui est donc à sauvegarder. Ensuite, concernant l'historique, donc on propose bien sûr, tel qu'on l'a indiqué, on propose un historique de 90 jours, mais le volume engendré par cet historique n'est pas comptabilisé dans l'espace du partenaire ou du client final. Nous, ce que l'on comptabilise, c'est le volume source, le volume qui se trouve réellement sur les machines et serveurs du client. Voilà, donc, ce n'est pas le volume stocké. Ça, c'est également un élément qui est très important à prendre en compte dans la comptabilisation. La croissance d'Office 365 est une vraie menace pour notre business. D'une certaine manière, oui, effectivement, ça joue. Après, pareil au niveau de la roadmap, on est en train de, c'est aussi un des points qui est dedans, c'est de pouvoir tout simplement faire la sauvegarde des données qui sont dans OneDrive, qui sont SharePoint, tout simplement pour que le client final puisse reprendre la main sur ces données. Voilà. Mais effectivement, ça peut être un point il y a un amalgame, encore un amalgame possible, effectivement, vis-à-vis d'une solution de sécurisation et une solution de sauvegarde. Alors, Monsieur Brûle, comment est-ce qu'on peut anticiper le volume à vendre à un client et qui ne dépasse pas tous les mois? Faut essayer de faire un petit audit, de faire une étude, de voir à peu près quel est le volume qui est utilisé, qui est par le client, et après de pouvoir effectivement, c'est pas forcément évident, il n'y a pas de règle type, de pouvoir estimer éventuellement si vous avez un client, je sais pas, qui a par exemple 7 gigas, par exemple lui proposer un palier à 10 gigas, et ça vous permet d'avoir un petit peu de marge jusqu'à ce qu'il arrive au volume qui lui a été alloué. Alors, quid des backups de compte domaine G Suite, j'aimerais bien pouvoir vous communiquer une date, mais aujourd'hui, je ne peux pas, concernant Office 365, vous donner de date. Pour l'instant, c'est encore au niveau du développement, donc on ne peut pas communiquer de manière un petit peu plus précise. De même que pour la partie utilisation, partie paramétrage, c'est encore dans les mains dans la tête du directeur technique, du développeur. Et donc, on n'a pas encore, nous, tous les éléments en notre possession. Mais bien sûr, on communiquera largement sur ces points-là dès qu'on aura des informations plus concrètes à vous communiquer. Exactement. Alors, on a Voilà, très bien. d'autres questions actuellement. Je vous propose de clore cette session de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, soit par mail, soit directement par téléphone. Comme on l'indiquait tout à l'heure, voilà, on est en situation, on est en télétravail, mais on est tous disponibles pour des questions techniques, commerciales, marketing. Il ne faut absolument pas hésiter à nous solliciter, bien au contraire. Donc, merci à tous. Très bonne continuation pour la suite. Faites bien attention à vous. Ça, c'est en ce moment la grande phrase, mais c'est vraiment très, très sincère de faire attention à vous et à vos proches. Voilà, donc on vous dit à très bientôt et encore merci pour l'intérêt.
que vous nous avez suscitées et pour toutes vos questions. Merci à Sûrement à vous. la semaine prochaine dans un autre webinaire, du coup. Voilà. Oui, tout à fait. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir et bonne journée.